La Chine a connu au XXe siècle une transformation radicale. De l'arrivée de Mao au pouvoir à l'ouverture économique sous Deng Xiaoping, voyons ensemble comment ce géant asiatique est devenu un acteur incontournable du monde moderne. À partir de 1945, la Chine a été confrontée à une guerre civile qui s'est terminée par la victoire des communistes sur les nationalistes de Chiang Kai-shek. Dès 1949, Mao et ses partisans ont entrepris de reconstruire le pays. Ils ont d'abord adopté le modèle soviétique, avant de l'abandonner en 1958 pour mettre en place leur propre modèle de développement. Avant la Seconde Guerre mondiale, une guerre civile oppose les communistes dirigés par Mao et les capitalistes du Kuomintang sous la direction de Chiang Kai-shek. Les tensions entre les deux camps diminuent pendant l'occupation japonaise du pays durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à la fin de la guerre en 1945, les hostilités reprennent entre communistes et capitalistes, aboutissant à la victoire du communisme. La République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 à Pékin, tandis que les nationalistes du Kuomintang fuient à Taïwan. Pour étendre la révolution et généraliser son pouvoir, le Parti communiste chinois, PCC, entreprend, entre 1949 et 1952, plusieurs grandes campagnes de réforme et de propagande. En 1950, la réforme agraire libère la petite paysannerie de la domination économique et financière des grands propriétaires en confisquant et redistribuant les terres aux paysans. Cette réforme est souvent violente et aboutit parfois à des procès et à des exécutions sommaires. La loi sur le mariage, en autorisant le divorce, met fin à l'oppression traditionnelle des femmes. D'autres campagnes sont organisées, comme celle des « trois anti », corruption, gaspillage, bureaucratisme. La Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques signent un traité d'amitié et d'alliance en 1950, complété par de nouveaux accords en 1952 et en 1954. L'engagement de la Chine dans le clan socialiste l'amène à intervenir dans les conflits en Corée et en Indochine. En avril 1955, lors de la conférence afro-asiatique de Bandung, la Chine se pose en artisan de la lutte anticoloniale. Le premier plan quinquennal, 1953 à 1957, est lancé et privilégie l'industrie lourde. L'aide et l'assistance technique soviétique contribuent à sa réussite. En 1955, Mao Zedong décide la collectivisation de l'agriculture. En mai 1956, les dirigeants du parti initient une campagne encourageant les Chinois à « laisser sans fleurs s'épanouir, laisser sans école rivaliser ». Les Chinois instruits sont invités à formuler leurs mécontentements et à critiquer librement la politique du gouvernement. Cette campagne se solde par un échec avec une répression brutale. Les bons résultats du premier plan quinquennal encouragent Mao à développer, en 1958, un nouveau programme économique, social et politique appelé le Grand Bond en avant. Ce projet utopique, préconisant un développement du collectif dans tous les domaines de la vie quotidienne, marque une rupture idéologique avec le modèle soviétique. Des contrôles plus rigides sont imposés pour accroître la production agricole, réduire la consommation et accélérer l'industrialisation en mettant en place des communes populaires, 26 000. La Chine doit rattraper son retard par tous les moyens, et une mobilisation des travailleurs donne d'abord des résultats positifs. Cependant, la production industrielle chute et des récoltes médiocres entraînent une grave famine qui cause le déplacement de près de 15 millions de ruraux dans les villes, 1959 à 1961, et la mort de plusieurs millions de Chinois. Face à cet échec, Mao est contesté dans le pays. En 1959, Liu Shaoqi devient le chef de l'État, tandis que Mao ne garde que la présidence du PCC. Les nouveaux dirigeants, plus pragmatiques, redonnent la priorité à l'agriculture et réorganisent les communes populaires ramenées à des tailles plus réalistes. L'économie se redresse, mais Mao dénonce le capitalisme en lançant la révolution culturelle. Mao et ses partisans organisent la Grande Révolution culturelle, destinée à raviver l'esprit révolutionnaire afin de récupérer le pouvoir qui leur échappe. Celle-ci commence en 1965 par une critique des milieux intellectuels et universitaires dans les organes de presse. Le mouvement est organisé par Mao, dont les pensées sont résumées dans le « Petit livre rouge ». Battus parfois à mort, humiliés, plusieurs dirigeants sont destitués et exclus du parti. L'économie est complètement désorganisée et plusieurs milliers de Chinois périssent au cours de cette révolution.
Mao Zedong en sort victorieux, car il est réélu en avril 1969. Mao Zedong et le Premier ministre Zhou Enlai décèdent en 1976, ce qui déclenche une lutte entre les partisans de Mao et les pragmatiques. Durant les années 1980 et le début des années 1990, la Chine est dominée par Deng Xiaoping. Désireux de développer le commerce et l'industrie en attirant les investissements étrangers, Deng Xiaoping et ses alliés optent pour une politique de réformes économiques. En 1992, la priorité est donnée à l'économie de marché, avec la création des zones économiques spéciales, ZES, et aux 4 modernisations, agriculture, industrie, armée, sciences et techniques. La décollectivisation est notée, avec un appel aux capitaux étrangers, une libéralisation progressive des prix et un assouplissement de la planification. Ainsi, la Chine devient un pays, 2 systèmes, le communisme en politique et le capitalisme en économie. Cette nouvelle donne se traduit par une hausse spectaculaire de la production et du niveau de vie, faisant de la Chine la 3e puissance économique mondiale. Depuis le début des années 1990, la Chine essaie de s'ouvrir à la démocratie, même si les libertés politiques ne sont pas encore bien adoptées dans ce pays. Les dirigeants chinois ont pu insuffler à leur peuple la vertu du travail. Anciennement déstructurée par les puissances impérialistes, la Chine a bousculé la hiérarchie du développement économique pour se placer au rang de la 2e économie mondiale. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment allier l'ouverture au système de marché et les exigences idéologiques. Voici le défi auquel la Chine, puissance économique, politique et culturelle, doit faire face.